Merci de faire partie de cet épisode, l'épisode numéro 2 de la série Joue-la comme un ou une Head of Sales. Ladies and gentlemen, petite pause. Je vous partage une information importante. Dans chaque épisode, l'invité et moi-même, on sera à chaque fois attachés avec la ceinture partie ventrale et un système d'ancrage dans le dos. Tout ça pour garantir la sécurité des passagers pendant le voyage. Allez, bon épisode à tous. Tu passes juste après une personne que tu connais. On en avait parlé, tu le vois arriver, Nicolas. Nicolas qui est maintenant chez Nestlé, qui est passé l'épisode la semaine dernière. Vous avez bossé ensemble il y a 10 ans. Ouais, okay. Chez Nestlé. Très bon souvenir. Ok. Bon, il a dit du positif aussi. Ah, ça tombe bien alors. Ça va, c'est cool. Donc, tu es le deuxième épisode. Je vais te poser la même question qu'à tout le monde pour ce nouveau concept dans la voiture. Ma question pour démarrer, très simple, très large. Tu vas voir. Qui es-tu ? Alors, merci déjà de l'invitation. Je suis ravie. Alors, qui je suis ? Moi, j'ai 45 ans. Je n'habite pas à Paris, effectivement. On s'expliquera ça par la suite. Je suis maman de 3 enfants. Je vis en couple, très heureuse. Et je suis directrice commerciale chez Lactalis. Yes. Depuis combien de temps ? Et ça fait 8 ans que je suis chez Lactalis, que j'ai découvert cette magnifique entreprise. Parle-nous de ton parcours, que le public puisse comprendre d'où tu viens, ce que tu as fait. Alors, je suis aujourd'hui, effectivement, comme je te l'ai dit, directrice commerciale, mais moi, j'ai commencé ma particularité au marketing chez Nestlé. Voilà, c'est là où j'ai fait mes premières armes sorties d'école de commerce. Donc, je travaillais notamment sur la marque Perrier. C'est là où j'ai rencontré Nicolas. On a travaillé ensemble, on a basculé ensemble aussi côté commercial. Et ensuite, je suis restée 7 ans chez Nestlé. Et ensuite, j'ai fait 7 ans chez Coty, tout autre univers. COTY. COTY, c'est un géant américain de la beauté. C'est le concurrent de Je mets L'Oréal dans tout ce qui est maquillage, parfum, cosmétique. Yes. Où j'étais également commerciale. D'accord. Et ensuite, Lactalis, il y a 7 ans, 8 ans presque maintenant, où je suis arrivée, où j'ai découvert cette entreprise de l'agroalimentaire. Et tu es arrivée à quel poste il y a 7 ans ? Alors, je suis arrivée, j'ai rejoint, ça marche par division, une division par catégorie de produits. Et donc, j'étais dans la division lait, donc la marque Lactel, lait embouteillé. Et j'étais directrice d'une force de vente, donc des équipes de commerciaux qui vont sur le terrain visiter les magasins. Ok. Et post Head of Sales depuis ? Et il y a eu une mobilité entre les deux. Entre-temps, je suis allée dans la division yaourt. Voilà, donc qui est une joint venture avec Nestlé. Donc finalement Nestlé. C'est-à-dire quoi, venture ? Joint venture, c'est comme une association mais en commun, soit des marques, soit une commercialisation. Donc c'est les marques comme La Laitière, KitKat et ainsi de suite. Donc des marques de Nestlé fabriquées en yaourt par Lactalis. Et là donc j'étais directrice des clients nationaux, donc de la négociation avec les clients de la GMS, les Carrefour, les Leclerc et consorts. Et ensuite il y a 2 ans j'ai pris mon poste de directrice commerciale dans une autre division, donc dans la partie fromage. Yes, et ben justement, ça tombe très bien, puisque la partie surprise, on t'a concocté un petit truc. Tu verras, on en dira un petit peu plus. Certains ont peut-être déjà compris, tu verras. Ben, j'espère, tu verras surtout parce que c'est un produit que tu connais bien dans ce cas-là. Qu'est-ce qui t'a permis d'évoluer et en fait de faire ces mobilités internes dans Sun Group parce que tu changes de division, donc c'est cool, tu vois des choses différentes. C'est très cool, exactement. Alors, ce qui m'a permis cette mobilité, alors moi, j'ai un goût pour la nouveauté, le challenge. Donc voilà, j'ai eu des opportunités, on m'a proposé. Voilà, et si on a envie d'apprendre, si on est aussi mobile, j'ai eu différents lieux d'habitation. C'est des choses qui sont tout à fait possibles. C'est une entreprise qui prône la mobilité interne. Donc voilà, et c'est aussi ce qui s'est passé sur mon parcours, c'est de saisir des opportunités, des managers avec qui j'ai travaillé, qui m'ont fait confiance et qui m'ont fait évoluer, aller sur différents postes ou divisions, catégories, voilà. Ok. Question, tu disais, j'ai été amenée à déménager. Depuis que tu es chez Lactalis, tu es à Laval ? Et non, j'ai fait Laval, j'ai fait Paris et j'ai fait Laval. Ah d'accord, donc la partie, alors attends que je ne me trompe pas, la partie lait, tu étais à Paris, la partie yaourt, tu étais… Non, c'est l'inverse, perdu. Voilà, lait, tu étais à Laval, yaourt, tu étais à Paris et fromage, tu retournes à Laval. Exactement. Petite page pour Lactalis quand même, parce que tu sais, quand je t'ai appelé, tu sais, il y a une espèce de truc, alors forcément, j'ouvre la page parce qu'on en avait un petit peu parlé aussi, forcément, mais quand j'entends Lactalis, il se passe un truc que moi, je déteste au final, qui est le « fais-toi ton propre avis » et je ne me suis pas fait mon propre avis. Lactalis, malheureusement, j'ai l'impression que dès qu'il y a un truc, les journalistes se font un malin plaisir sur le nom. Exactement. Alors, on est effectivement une entreprise où tout le monde connaît le nom, mais pas forcément de façon positive, avec beaucoup d'a priori. C'est ce qui ressort souvent beaucoup dans la presse. Une entreprise aussi qui est méconnue. C'est une saga familiale. On en est à la 3e génération. 3 générations. 3 générations, donc, exactement. Donc c'est le grand-père, le père et le fils qui aujourd'hui actuellement, monsieur Emmanuel Beignet.
qui est donc patron de son entreprise et qui l'a énormément développé puisque cette histoire a commencé il y a presque 100 ans maintenant. Et donc, c'est une histoire de famille où au démarrage, c'était une petite production en Mayenne à Laval d'une dizaine de camemberts par jour. Et aujourd'hui, c'est une multinationale leader sur le segment des produits laitiers et au segment aussi de l'agroalimentaire. Yes. Donc, c'est une saga extraordinaire. D'ailleurs, merci parce qu'à la base, tu es à Laval, tu as quelques bureaux à Paris, tu es venu exprès pour nous aujourd'hui, tu as pris le train ce matin très tôt. Merci beaucoup. Lactalis, tu m'avais dit un truc que j'ai absolument envie de partager parce que moi, ça m'a marqué, ça pourrait marquer certaines personnes. Vous n'êtes pas coté en bourse. Et non, pourtant, parce que vous êtes le numéro 1 mondial. Ouais, c'est une entreprise familiale et donc le propriétaire a choisi effectivement de conserver l'entière propriété sur son entreprise. Et donc c'est lui qui décide. Il a un frère et une sœur et donc ensemble effectivement ils dirigent cette énorme entreprise qui est devenue maintenant un géant. Mais voilà, c'est aussi la particularité, c'est aussi peut-être pour ça qu'elle est moins connue que certains grands groupes cotés en bourse. Il y a moins aussi de volonté, c'est aussi la culture un peu mayonnaise, un peu effectivement moins, on va dire, dans l'ultra-communication, même si maintenant l'entreprise s'y met un peu, parce que force est de constater qu'il faut être aussi un petit peu à la page. Donc voilà, donc on fait de plus en plus effectivement de communication, même sur le nom Lactalis, voilà, pour aussi se faire connaître et voilà, développer la connaissance et la notoriété de l'entreprise. Merci pour cette petite page, merci pour ça. Parce que tu vois, moi, ça m'a fait énormément de bien quand tu l'as expliqué. Je pense qu'il est important aussi d'avoir quelqu'un qui puisse nous expliquer. Alors, forcément, tu fais partie du groupe, mais tu vois, cette façon que tu as d'expliquer, je la trouve très neutre. Et oui, si on écoute uniquement la partie journalisme, alors qu'il vaut mieux se faire son propre avis. Exactement. Tu as fait du marketing. Alors, c'est un cursus qui est fréquent dans les directions commerciales que j'ai eu la chance d'interviewer saison 1 et Nicolas la semaine dernière. Tu as fait du marketing avant. Tu es passé au commerce. Qu'est-ce qui donne envie de faire ce changement ? Pourquoi voilà. ce côté basculer de la force obscure? Alors pourquoi j'ai changé? Parce qu'au marketing, j'ai beaucoup aimé mon passage au marketing. Oui. Mais au bout d'un moment, moi je suis quelqu'un effectivement qui est dans l'action, tu l'as peut-être un petit peu senti. J'aime les défis, j'aime les contacts et j'étais un peu frustrée sur cette partie marketing où on travaille sur des projets passionnants mais qui sont très longs, des développements par exemple d'Inno, ça peut aller jusqu'à 2 ans, 3 ans, avant de voir effectivement son produit arriver dans les rayons, que le consommateur l'ait chez lui. Et donc, j'avais envie de retrouver des métiers un peu plus dans l'immédiateté, où les décisions, les actions que l'on prenne, on en voit effectivement le retour dans les 6 mois, par exemple. Un métier aussi un peu plus exposé, le marketing, on se dit souvent, les marketeurs, ils sont dans leur tour d'ivoire. Donc, un peu plus au contact direct des consommateurs, des clients qui nous disent, moi, je l'ai dans mes rayons, ça se vend pas, donc qu'est-ce qu'on fait? Donc voilà, j'avais envie effectivement, et c'est vraiment ce qui m'a donné envie d'aller au commercial, effectivement, d'avoir plus ce côté effectivement action, immédiateté et résultat, parce que j'aime les défis. Et relation cliente instantanée, alors que dans le marketing, c'est vrai que pour pouvoir aller parler à un client, c'est possible, il y a des équipes qui le font dans différentes entreprises, mais c'est pas quelque chose qui est naturel, alors que le commerce, tu es au contact direct. Exactement, le marketing est au contact du client et heureusement parce qu'il va aller faire des études, interviewer des shoppers, derrière des vitres teintées, savoir est-ce que le consommateur il aime, qu'est-ce qu'il dit sur le produit, mais voilà, c'est plus de l'observation, de l'étude pour se nourrir, pour développer des concepts, des innos, alors que là, nous, on a le retour direct effectivement des consommateurs, soit par les équipes qui sont en magasin, soit avec nos clients directement, qui nous disent ça marche pas, ça se vend pas. Comment on fait, comment on développe, comment on événementialise. Et Lactalis, comment ça se passe? Quels sont vos circuits de vente? Alors, on ne vend pas effectivement direct, on a quelques boutiques, mais c'est anecdotique. On va dire que c'est plus pour les collaborateurs, placés dans les différents endroits. On a nos fromageries, nos laiteries, donc à proximité des lieux de production. Mais tous nos produits sont distribués, sinon effectivement via la grande distribution, via les enseignes Carrefour, Leclerc, mais comme Grand Frais et ainsi de suite, où on peut trouver plus classiquement. Donc, on vend à ces enseignes qui revendent pour nous en fait. Tu me disais que dans le marketing, des fois, souvent, les projets peuvent durer 2 ans, 3 ans. Dans la vente, une vente qui dure 2 ans, 3 ans, c'est quelque chose qui est extrêmement rare. Ça arrive. Ouais, c'est même plus que rare. Quand j'ai vu ta tête, je me dis, mince, en fait, si, ils ont des ventes de 2-3 ans. Donc, extrêmement rare. C'est vrai que souvent, même quand on parle de cycle long, on va parler d'une année. C'est de la négo que tu fais. Tu as des cycles longs, des voies de négo de 1 an. Alors, on a des cycles longs, des négos de 1 an, mais en fait, comme dans la vraie vie, il y a en permanence des renégociations, des choses qui arrivent au cours de l'année. Donc, en fait, il n'y a pas vraiment de timing et c'est toute l'année, comme chacun aurait un business. Voilà,
On fait des accords annuels, mais il y a en permanence des actualités, des contretemps qui vont faire que dans l'année, on peut être amené à renégocier. À refaire. Exactement. Alors, quel est le petit conseil que tu pourrais donner? Parce qu'on a de tout dans la communauté des personnes qui regardent cette émission, ce podcast. Comment on gère ou quel serait le meilleur conseil que tu pourrais donner face à une vente complexe? Alors, face à une vente complexe, ce qui est extrêmement important, et on le dit souvent, c'est la préparation, en fait. Être extrêmement bien préparé, c'est-à-dire il faut se mettre dans la tête de l'autre, dans la tête de son acheteur, de son client en face, pour essayer de comprendre lui ce qui va être important pour lui, plutôt que ce qui est important pour nous, même si on le sait, pour pouvoir effectivement trouver un terrain d'entente, une négociation, effectivement, il va falloir trouver un accord où chacun va faire un compromis, concession. Donc, l'importance... L'étape clé, c'est la préparation. Si on n'arrive pas préparé, on va partir du mauvais pied, on ne va pas savoir ce qui est important pour le client, on n'aura pas compris aussi comment il fonctionne, ses contraintes, ses attendus, pour pouvoir ensuite jouer sur les différents leviers. Et imaginons que tu aurais trois sujets sur lesquels il est important pour un commercial, ou en tout cas les entités commerciales, de vraiment se préparer là-dessus. C'est-à-dire quelles sont les 3 infos primordiales pour toi aujourd'hui, ou que tu dois savoir sur ton client avant même d'échanger avec lui. C'est-à-dire quelles sont les 3 informations que tu peux récupérer et apprendre sur lui? Alors, ce qu'on essaye à chaque fois de récupérer, c'est comment il est organisé, comment il fonctionne. Chaque client est différent. Donc, d'essayer d'avoir un peu une structure pour savoir qui est décisionnaire. Qui est décisionnaire, avant d'aller voir le contact, parce que si ce n'est pas lui, bon, c'est peut-être important de le rencontrer, mais si à la fin le deal ne se prend pas avec lui, il faut mieux le savoir à l'avance. Donc ça, c'est des infos qu'on peut récupérer. Qui est le décisionnaire? Deuxièmement, quelle est un peu cette taille de client et moi, qu'est-ce que je pourrais peser chez lui? Est-ce que je suis petit, gros? Est-ce que je vais avoir du poids chez lui, ou je suis tout petit et j'ai peu de poids? Et inversement, pareil pour lui, est-ce que c'est un gros acteur sur le marché ou si c'est un petit acteur sur le marché? Et la troisième chose, c'est essayer effectivement d'avoir aussi des infos sur la personne que l'on va rencontrer, sur comment lui fonctionne dans sa tête, qu'est-ce qui est important. Est-ce que c'est quelqu'un qui va être très orienté, son seul but c'est de gagner l'argent? Est-ce que c'est quelqu'un qui est plus sensible, par exemple, je ne sais pas, à l'innovation, au côté show-off, avant-première, et donc je peux le toucher avec d'autres arguments? Est-ce que c'est quelqu'un qui est très inquiet, qui a toujours besoin d'être rassuré? En fait, il ne veut pas prendre de risques, il veut être sûr d'avoir effectivement choisi le bon fournisseur, le bon prix, mais c'est quelqu'un d'inquiet. Donc c'est vraiment, voilà, pour moi, les trois points clés à travailler, à essayer de récupérer en amont. Ce n'est pas toujours facile d'avoir toutes ces infos, et sinon, à creuser effectivement lors du premier rendez-vous, un peu en phase de découverte. Alors justement, on parlait des 3 conseils, qu'est-ce qui fait qu'on peut réussir? Tu aurais une anecdote qui t'est arrivée dans ta carrière sur un moment qui a été, comme on dit souvent, de l'apprentissage, mais peut-être qui t'a mis en difficulté? Alors j'ai fait, comme beaucoup de monde, et j'en fais encore des erreurs. Et heureusement, on apprend tous les jours, c'est ça qui est chouette. Souvent, ce que j'ai pu faire, et ce qu'on dit après avoir fait un peu de négo, c'est qu'en négo, il n'y a pas d'égo. Il faut savoir un peu ravaler son amour-propre de temps en temps. On part soit bien en tête avec une idée, soit on réagit en live à une information, une attaque que nous fait le client. Et des fois, c'est l'ego qui prend le dessus. Et donc, on lui renvoie, un peu tel un ping-pong. Il nous fait un smash, on lui renvoie aussi. Et c'est après, a posteriori, on se rend compte que ce n'était pas la bonne façon de fonctionner. C'est le recul qui nous permet de comprendre Exactement. Donc, la réaction à chaud est souvent quelque chose qui peut jouer des tours. Et donc, tu as une tête. Et donc, l'anecdote, voilà, un peu dans une négociation tendue où le client, on négocie dans des box, ce qu'on entend beaucoup dans la GMS, où on est cloîtré dans des box et tout ça, avec des gens qui nous hurlent dessus. Ça arrive, c'est pas tout le temps comme ça. Et voilà, et j'ai voulu un peu aussi moi hausser le ton, et en fait ça fait une espèce d'escalade qui a fini complètement stérile, où c'était pas du tout la bonne approche. Et donc je me suis pris vraiment une frontalité avec le client, et après j'ai dû sortir mes rames et mes pelles pour aller déminer la situation et essayer de refaire un relationnel moins tendu. Et là, avec le recul, je me suis dit, j'aurais dû, pas montrer, taper du poing, juste laisser passer, parce que lui, c'était sa façon effectivement d'impressionner, mais c'était plus comme un jeu de théâtre, et qu'il fallait laisser passer, et que on aurait été plus vite dans l'aboutissement du deal. Tu es sur un métier qui demande, normalement, si on écoute les on-dit, qui demande du temps, de l'énergie, de la présence, de l'accompagnement des équipes. Comment on fait? Comment arrives, si tu arrives, à avoir le bon équilibre, en tout cas, ce qui paraît être le bon équilibre pour toi dans la vie pro-perso? Alors, c'est une très bonne question, parce qu'effectivement, sur ces niveaux de poste, ça demande de l'implication. Il n'y a pas de secret, c'est des grosses équipes derrière. Donc, voilà, il y a des responsabilités. Donc, oui, ça prend du temps. J'aime bien, en plus, je suis quelqu'un d'assez pointilleux, j'aime bien les dossiers. Donc, forcément, j'y mets aussi beaucoup d'énergie. Mais pour moi, c'est hyper important d'avoir un équilibre vie pro, vie perso. Je suis sur un métier où je suis
complètement engagée, passionnée, mais encore une fois, c'est pas non plus un métier où on sauve des vies extraordinaires. Enfin voilà, je négocie pour vendre des produits, je manage des équipes, des commerciaux, effectivement, pour aller visiter des magasins. Je fais des réflexions de catégorie, comment développer la catégorie fromage. Encore une fois, voilà, c'est pas un métier où on sauve des vies. Donc pour moi, c'est important d'avoir du temps pour passer avec ma famille. J'ai 3 enfants, donc oui, c'est chronophage, ils sont encore jeunes, mais c'est aussi moi mon moteur pour aussi faire la part des choses, l'équilibre, savoir prendre du recul sur ces métiers où on peut avoir un peu de pression pour voilà, bien faire la part des choses et le soir, le week-end, profiter pleinement de ma famille, d'autres choses, de mes amis, pour pas voilà, que ce job ne nous empêche pas de dormir la nuit. Enfin voilà, c'est Ok, pas, ouais, ok. Très bien. ça reste un job. Ouais, oui, t'as la phrase que tu as dit, elle est très vraie. On ne sauve pas des vies, par contre, justement, par notre management, par notre bienveillance, par l'accompagnement des équipes, on n'en sauve pas, mais on en accompagne. Exactement, on fait Yes. développer. Quel est le conseil que tu aimerais donner aux gens pour comment être le plus épanoui sur votre poste? Alors le conseil, pour moi, c'est l'envie d'apprendre. C'est-à-dire que chaque jour, quand je me lève, je me dis, bah, ça va me stimuler, je vais découvrir quelque chose, je vais apprendre quelque chose. Et sur ces métiers, voilà, il faut être à l'écoute, curieux, pour pouvoir s'enrichir et se développer et prendre du plaisir et ne pas subir. Ok, j'aime beaucoup. C'est pas des métiers de routine. Donc même si c'est pas extrêmement compliqué, tous les jours il y a une nouveauté. Le produit, on a eu un problème supply, il n'a pas été livré, donc comment je réagis? Le client qui m'avait dit qui me référençait ne me référence plus, sauf que j'ai toute la cam qui a été produite, comment on fait? Un nouveau concurrent qui se lance sur le marché, qui déstabilise le marché. Enfin voilà, tous les jours il y a quelque chose qui se passe, qui demande effectivement de se dire voilà comment je réagis. Donc l'envie de trouver des nouvelles solutions, d'apprendre et de sortir voilà, positivement de la situation. Merci pour ce partage. Nicolas, qui est donc passé avant toi, t'a posé une question. Voici la question. Bah écoute Val, ravi que tu fasses l'épisode, tu vas voir toi aussi tu vas passer un super moment et ma question elle est assez simple, en plus je sais que là-dessus tu as des compétences. Quels sont les conseils que tu peux redonner pour construire une équipe efficace? Alors, il n'y aura pas un seul conseil parce que pour construire une équipe, il en faut plusieurs. Mais un des conseils, c'est pour moi déjà d'avoir partagé avec l'équipe un sens, où est-ce qu'on va, une direction pour qu'on soit tous alignés. Donc un peu avec l'histoire d'un cap pour savoir. Sinon, Ouais. si les gens ne savent pas s'il faut aller à gauche ou à droite, on n'y arrivera pas tous ensemble. Très vrai. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de connaître l'équipe pour pouvoir mieux les comprendre, les accompagner. Est-ce que c'est des gens qui sont juniors, seniors? Est-ce que c'est des personnes qui sont en difficulté? Est-ce que c'est des personnes qui sont introverties, qui sont extraverties? Est-ce que ça va être des alliés, pas des Comprendre alliés? chaque personne, Comprendre Ouais. chaque personne, donc ça veut dire s'intéresser aux autres, déjà. Ouais. pas juste savoir leur prénom quand même. Voilà, est-ce qu'ils ont des petites habitudes, des choses qui sont importantes pour eux? Il y a des gens qui sont stressés, d'autres pas stressés. Enfin voilà, c'est des petits détails, mais c'est important. Le concept de la méthode France-Gall, ce qui est peut-être un détail pour toi et important pour lui. Oh, très joli, très très joli. j'aime Je beaucoup. l'utilise dans la vente avec une personne qui se reconnaîtra très bien. Donc, bien connaître l'équipe. Et puis, le dernier, je dirais beaucoup de bienveillance. La bienveillance, ça ne veut pas dire c'est le monde de oui-oui et on est très gentil. Voilà, c'est une écoute active pour comprendre les gens. C'est aussi de l'exigence parce qu'on est un groupe. Donc, s'il y en a un qui pénalise le groupe, il faut aussi des fois le recadrer pour pas que ça nuise au groupe, parce qu'une équipe, c'est un groupe. Oui. Donc voilà, donc écoute, bienveillance et surtout un cap, une direction, partagée et surtout compris de tous, parce que c'est juste pas je présente sur un slide mon truc, Ouais. mais s'assurer que les gens ont bien compris le message et y adhèrent. Ou s'ils y adhèrent pas, pourquoi? Parce que sinon, il y en a qui vont pas monter dans le train et qui vont rester sur le quai et ça fera pas une équipe. Complètement. Merci. Voilà, je t'en prie. C'est le moment où toi, tu peux poser la question pour la personne qui te suivra. Donc, ce sera Adrien. Adrien qui est dans une société d'IA. On en parlera beaucoup plus la semaine prochaine. Je laisse un peu de suspense. Je te laisse regarder la caméra et lui poser la question que tu aimerais lui passer dans le fil rouge conducteur de cette série. Alors Adrien, la question sera, quelle est ta plus grande fierté, réussite dans ta vie? Alors moi, ce qui m'intéresse dans cette question, c'est de savoir voilà, comment tu vas répondre. Est-ce que tu vas l'orienter plus pro, plus perso? C'est assez éclairant aussi sur la personne, sur ce qui est vraiment important pour lui. Donc sans influence, je te laisse y répondre. Merci. Je t'en prie. Il y répondra. Je te laisserai regarder l'épisode pour voir sa Avec réponse. plaisir. On arrive bientôt à la fin de ce podcast. Donc toi, la particularité, c'est qu'on fait une surprise, une petite halte que je t'ai dit tout à l'heure, mais on la fera à la fin, au moment où on te dépose. J'ai une anecdote te concernant qui m'a été partagée par Guillaume. Alors, c'est toi qui m'avais donné son contact pour que je puisse l'appeler.
Mais l'anecdote, tu la sais pas. Et non. S'il a joué le jeu et que t'as joué le jeu aussi, tu la sais pas. L'anecdote, elle est très simple, tu vas voir, je vais essayer de te la faire deviner de façon très simple, mais il paraît que tu as un surnom dans le monde du commerce, ou en tout cas à l'époque. Ça y est, tu as un Je surnom vois. qui... Déménage. le surnom qu'on donne à une grande machine qui a tendance à... Voilà, ça passe. Ça passe. Ouais, je vois à peu près ce qu'il a voulu dire. Lequel? Je pense qu'il n'a pas imaginé peut-être un engin de chantier qui pourrait être un bulldozer. C'est 100% ça. Mais que ça met en avant une très belle qualité te concernant. Et c'est bien que ça vienne de l'extérieur, tu vois, c'est même pas toi qui te mets en avant, c'est lui. Alors, ça a été un de mes anciens managers. Aujourd'hui, c'est un collègue. Donc oui, il m'avait surnommé un petit peu le bulldozer. Alors, pas que lui, dans le sens où je suis assez dynamique. Donc, j'aime que les choses bougent, j'aime embarquer les gens, j'aime transformer, j'aime la conduite du changement. Et des fois, effectivement, pour les équipes, ça peut aller un peu vite. Donc, j'ai aussi appris à me temporiser, à me calmer un peu avec l'âge. Et puis, je fatigue, tout simplement. Donc, le bulldozer s'adoucit un peu. Mais voilà, voilà, avec une grosse capacité de travail, je dois être un peu hyperactive. Et donc, du coup, il avait du mal des fois à comprendre que je pouvais faire enquiller une journée de boulot, ensuite aller sortir voir des potes, ensuite m'occuper de ma famille et recommencer le lendemain. Tout ça en gérant des déplacements. Et donc, j'avais ce petit surnom, j'espère un peu adouci maintenant, mais de petit bulldozer ou de tank. Bon, voilà. En tout cas, il a bien insisté. Et attention, c'est une connotation sympa. Je dis, vous inquiétez pas, pas de souci. Merci Guillaume. Merci Guillaume au passage, exactement. En même temps, c'est marrant. Bon courage pour le montage. On arrive donc à la fin, ces quelques dernières secondes. Chaque invité a la possibilité donc d'offrir un cadeau qui sera mis en tirage au sort, donc à gagner à la fin de toute la saison, donc 8 épisodes. Mais l'ouverture au tirage au sort sera faite dès cet épisode pour ce cadeau-là. Donc on vous laisse participer, bonne chance. Quel est le cadeau que tu as voulu offrir? Et je crois savoir, donc, parce que je le vois forcément, que tu as voulu offrir un cadeau très symbolique. Alors le cadeau, c'est une magnifique paire de chaussettes. Deux paires de chaussettes président. Une qui est fondue addict. Où es-tu Tarty-Lover. Tartiflette Lover. Tartiflette Lover, c'est 2 produits stars de l'hiver. Ça tombe bien, la saison démarre, donc à vos fondus ou à vos tartis. Et l'idée, c'est de savoir qu'est-ce que tu préfères toi. Nous avons 2 produits présidents magnifiques. Et donc, on a développé ces paires de chaussettes. J'adore. On aura des animations en magasin là, qui vont démarrer fin septembre pour déguster du coup nos produits. Et on fait gagner par tirage au sort aussi aux consommateurs des chaussettes. C'est un côté clin d'œil. Les consos aiment tout ce qui est goodies maintenant personnalisé à marque. Voilà, donc c'est tout simple, mais ça va faire son petit buzz. C'est simple, mais en tout cas, c'est un petit cadeau très sympa. C'est pour vous, encore une fois, j'insiste bien. C'est un cadeau qui est totalement offert par Valentine et par Lactalis au passage. Donc merci pour ce cadeau. Donc j'insiste bien à gagner en tirage au sort. Il y aura le lien, il y aura tout. Bonne chance. Et on fera le tirage en direct, ou en tout cas, ce sera filmé avec tous les directeurs et les directrices commerciales en même temps. Et tu m'as pas répondu, tu es plutôt tarty ou fondu? Alors moi, je vais te répondre. Je suis 100% fondu. Je suis 80% raclette et je suis 10% tartiflette. Ah ouais, pas tarty. On fondu. C'est très bon, hein. Mais c'est vraiment le côté... chacun ses préférences, c'est pour ça qu'il y a 2 teams. À fond dans le fromage. Et bien justement, à fond dans le fromage, je sens qu'on va aller s'arrêter là-bas pour faire une dégustation. Donc j'ai été acheter quelques fromages de ton groupe. Forcément, je ne vais pas non plus aller chercher les fromages concurrents, ce n'est pas le but. On va te faire goûter des fromages de ton groupe. Certains, tu vas les reconnaître, ne serait-ce qu'à la texture, mais quand même. Le but, c'est que on ne va pas te bander les yeux, mais on va te les transmettre. Tu ne regarderas pas, tu goûteras le fromage et tu nous diras ce qu'il en est. On a du pain, on a tout ce qu'il faut pour que tu puisses goûter. On a de l'eau. Génial. Ça va. Pas de vin. Interdit. Pas d'alcool. pas aujourd'hui en tout cas. On va aller déguster ça quelque part. Valentine. Oui. Donc, j'ai demandé à l'équipe de prod de mettre, tu vois, les produits, ils sont là-bas. On ne va pas s'approcher pour l'instant. Ouais. Des produits de chez toi, je laisserai la prod les filmer. Je vais te faire déguster 3 fromages parmi ceux-là. Exercice sympa, c'est plus pour le côté. D'ailleurs, je les ai découpés tout à l'heure avec l'équipe de prod. Il y a un petit Roland de fromage, effectivement. Tu as peut-être déjà une devinette. Je te propose un truc. Tu vas rester ici de dos. Je vais chercher un petit bout de fromage. Ok. Tu le regardes pas, tu le mets dans la bouche, tu essaies de deviner. Alors, la texture pourrait t'aider, mais... Voilà. Ok, bien sûr. Ok, écoute, c'est un bon test. On y va. Je relève le défi. Je te laisse te retourner, je vais chercher ça. Il est là, le premier. Il est là. Dans la serviette. Comme ça, tu n'as pas la première texture. Je ne regarde pas. Mais à l'odeur, j'ai déjà un énorme indice.
Je pense que c'est du chaussé au moine. C'est le chaussé au moine. Regarde, c'est le même. C'est parti, le prochain sur un morceau de pain. Ouais. Ne regarde pas Non, je ne regarde pour que pas. tu puisses essayer de deviner après. Un fromage de chèvre. Hein. C'est le vôtre? On est sur la bûche président. C'est ça. Eh oui, toutes les bûches n'ont pas le fondant de la bûche de chef président. Où es-tu? Où es-tu? Je ne vois Ici. rien. Tu es là. Ça, c'est. Ça, Je le reconnais. classique. C'est du l'air d'ameur. C'est Sinon, bien. je fais un malheur. Merci beaucoup. Bah, c'est cool. C'est super bon. Bah, tu m'étonnes. Bah, du coup, On est dans un. je Celui-là, continue à manger. celui-là, Quoi. tu le termines. Je continue à manger. Ça marche? Mhm. Je te propose, on est juste à côté de ton lieu de dépose. On va remonter, on va y aller. Bah, Ça te va? écoute, je vais peut-être y aller à pied parce que là, c'est vraiment tout près. Donc, moi, ça va me permettre, voilà, quand même, un petit peu de fromage. Enfin, quelques pas me feront pas de mal pour éliminer. Ça marche. Donc, merci beaucoup. C'était une super aventure. Eh bien, écoute, avec top. plaisir. Je vais te souhaiter une très bonne fin de journée ici. Tu vas pouvoir attaquer ton début de matinée, j'ai envie de dire, parce que là, il est Exactement. quasiment 10 h. J'ai fait ma petite pause café, c'est parfait. Oui, dis à quand même, bientôt. on fait comme ça. Et c'est que je sens un peu le fromage. Oh non, Bon, ça va. à la bonne t'inquiète. croquette. Ça marche. Merci beaucoup. Salut, madame. À bientôt, Walter. Ciao. Ciao. Ciao, ciao.